Voilà, ben bonjour, je suis ravi de venir vous connaître et puis vous raconter un petit peu quelques éléments sur le linceul de Turin. Alors, ma seule, comment dirais-je, capacité, enfin, ma seule caractéristique, c'est que je connais le linceul et j'en suis convaincu, pas depuis 30 ans, comme le père l'a dit, mais depuis 74 ans. Je connais et je suis sûr de l'authenticité de ce linge depuis 1950. Ah, et depuis, j'ai jamais changé d'avis, quels que soient les événements qui se sont déroulés. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, bien sûr, je fais très souvent des, des, des conférences sur le linceul tout seul. Je fais des conférences sur la passion. Mais aujourd'hui, on m'a demandé de centrer mon propos sur l'authenticité. Donc, je vais pas tellement parler du linceul, enfin, à travers peut-être, bien sûr, des éléments de l'authenticité, mais c'est sur l'authenticité. C'est-à-dire que c'était vraiment, on m'a demandé de participer aux 1000 raisons de croire. Voilà. Et donc, est-ce que c'est possible de croire? Et je pense que je vais essayer, parce que avec 52 éléments de preuve, je pense que vous serez, j'espère, convaincu de cette authenticité. Donc le linceul, vous l'avez là devant vous, donc on voit très peu les choses, hein, parce que c'est un petit peu, enfin je dis pas que c'est fait exprès, mais quand on est à Turin, on ne voit rien à moins de 4 mètres. Voilà. Donc, au fond, on voit bien une forme allongée de dos et de face, hein, parce qu'on peut imaginer le corps à droite, là, et puis et la partie gauche étant rabattue. Mais, comme je vous l'ai dit, mon propos n'est pas de vous parler du linceul, mais de son authenticité. Alors, attention. Alors, la première série de raisons de croire, hein, c'est, eh ben, on ne peut pas le réaliser. Hein, on a essayé, on a bien regardé, mais il est impossible à reproduire. Alors bien sûr, vous avez des gens qui vous disent ils vous font un linceul en 4 minutes. Mais ça, je vais vous expliquer que ça marche pas. Hein, donc on ne peut pas le produire. Et j'ai donc 21 arguments. Alors les 21 arguments, on va pas tous les voir. Ils sont surtout sur le livre que j'ai fait, parce que j'ai fait un livre orienté bien sûr sur la passion, mais également sur l'authenticité. Autrement dit, c'est un sujet que je connais bien. Alors, donc on a fait des recherches sur ce document qui est incroyable, mystérieux, et on ne sait pas grand-chose sur lui, mais en 1978, hein, il y a 30 chercheurs de très très haut niveau américains qui sont venus à Turin et qui sont restés 4 5 jours avec 6 tonnes de matériel à faire des tas de trucs, bon, des 10 000 photos, hein, des rayons X, etc., de tout. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge, ils ont fait de la spectroscopie. Alors peut-être que vous savez ce que c'est ou pas, peu importe, c'est très astucieux. Vous envoyez un faisceau sur une surface, là par exemple, ça sera sur le linceul, et vous regardez, le faisceau réfléchit sur la surface. Et la réflexion du faisceau vous donne la nature de la surface sur laquelle vous avez projeté votre lumière. Eh bien, là, c'est la spectroscopie qui nous a dit d'où venait l'empreinte que vous voyez mal, enfin qu'on reverra un petit peu au cours de l'exposé. Et donc, ce n'est pas une peinture. Et ça, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours su, parce que si on le savait, le problème serait pratiquement réglé. Non, c'est pas une peinture, c'est une oxydation acide déshydratant de la cellulose. Voilà. Donc c'est pas simple, et donc c'est très difficile, et aujourd'hui on ne peut pas le refaire. On ne peut pas le refaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette oxydation n'existe que sur le haut des fibrilles qui sont aux visiteurs. Voilà. Donc, et ça ne, cette épaisseur n'est que de 40 microns. J'y reviendrai parce que c'est un élément de preuve sur justement l'authenticité. Voilà. Alors, donc là, ils ont signé tous les 30, hein, puisqu'ils étaient 30, de très très haut, c'était quasiment des professeurs de faculté, hein, c'était pas des minables. Hein, et ils ont tous signé la chose suivante: rien n'empêche qu'il soit du 1er siècle. Mais ils pouvaient pas aller plus loin, parce
qu'il n'y a pas la preuve physique, hein, parce que le linceul n'a jamais eu un certificat d'authenticité, etc., etc. Non, il n'en a pas. Hein, parce en 2000 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Mais ça, ils ont tous juré, hein, qu'il n'y avait aucune peinture. Et depuis, tous les gens qui ont vu et touché le linceul savent parfaitement que ce n'est pas une peinture. Ça se verrait, mais on ne voit rien. Donc il n'y a pas, dans une peinture, il y a un liant, le liquide, et puis les colorants, hein, qui sont très souvent des oxydes de métaux. Et là, non, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc alors après, dans les particularités, j'ai marqué en bas, bon, il n'y a pas de capillarité parce que la peinture, elle passe entre les fibres, pas par capillarité. Là, il n'y a rien. C'est uniquement sur le sommet des fibres. Hein. Bon, l'image est isotrope, il n'y a pas de coup de pinceau. Et puis, surtout, la délimitation de l'image n'existe pas, mais ça, il faudrait qu'on en reparle un petit peu plus. C'est ça, ouais, d'accord. Alors, d'habitude, une couche de peinture est de 100 microns. Là, elle n'est que de 40 microns. Hein, donc, c'est pas beaucoup. Hein, donc, visiblement, c'est très, très différent de la nature. Bon. Et puis, la peinture, en général, ne permet pas la tridimensionnalité. Mais là, tout à l'heure, je vous montrerai vraiment quelque chose d'inimaginable sur le relief de cette figure que vous avez ici à droite, à ma droite. Bon, donc parce que là, j'ai quand même un petit peu attaqué la peinture. Pourquoi c'est important de dire que c'est pas une peinture? Parce que les gens qui sont persuadés que le carbone 14 a dit la vérité, mais on leur dit bon, ben c'est très bien. Bon, eh ben en 1300, en 260, 1390, alors qu'est-ce qu'ils ont fait puisque vous dites que c'est du 14e siècle? Ah ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc les gens du C14 ne savent pas du tout, hein, comment ça a été fait. Hein. Et donc, ils disent, au XIVe siècle, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre qu'une peinture? Eh bien, ce n'est pas une. Autrement dit, rien que de dire que ce n'est pas une peinture, hein, ou une teinture, c'est pareil, hein, c'est une preuve déjà de son authenticité. C'est une des nombreuses qu'on ne va pas balayer. Et puis, toujours au sujet de la peinture, hein, il faut savoir que l'épaisseur de ce linge, hein, est de 0,33 mm. Je ne sais pas si vous savez, mais 0,33 mm, c'est pas grand-chose. C'est une feuille de papier cigarette. Hein. C'est-à-dire que, et le poids du total, ça fait 4,50 m, hein, le linceul. Eh bien, avec 4,50 m, il ne pèse que 1,1 kg. Autrement dit, vous voyez, c'est très, très, très léger. Et tous les gens qui le voient sont stupéfaits, hein, de voir cette finesse, hein, extraordinaire qui date donc d'il y a 2000 ans. Et alors, du coup, puisque c'est du papier cigarette, hein, s'il y avait la moindre peinture, ça aurait traversé. Or, tous les gens qui vous disent, bon, on fait un linceul en un quart d'heure, mais ça traverse toujours. Ou alors, ils prennent un drap de plus d'un millimètre, et à ce moment-là, bien sûr, ça ne traversera pas. Mais là, c'est du 0,33 mm. Les gens ne le savent pas, ça. Hein, et donc, c'est comme ça, c'est ce qui se passe à Turin. Voilà. Alors, ah bah oui, ça c'est très intéressant, c'est très important. Le linceul, quand on est à moins de 3 mètres, on n'y voit rien. Cette photo a été prise à 1 mètre. Vous y voyez quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Eh ben, c'est ce que vous verriez si vous étiez à 1 mètre du linceul. Alors, imaginez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est le visage. Vous voyez, si vous étiez à 3 mètres, vous le verriez. Mais là, à moins d'1 mètre, là, vous ne le voyez pas. Hein. Alors là, on va forcer un petit peu. Voilà, là, on voit un petit peu plus de relief. Voilà, donc on voit bien un petit peu le nez, mais on voit très peu. Vous voyez que c'est très très léger. Et toutes les photos qu'on a sur le linceul, on augmente le contraste. Toutes les photos sont contrastées parce qu'on n'y voit rien. Et donc, je reviens, c'est parce que j'y reviendrai tout à l'heure, mais supposons une seconde que ça soit une peinture. Vous voyez qu'on n'y voit rien. Donc il faudrait être à 3 mètres pour essayer de peindre. Donc ça veut dire qu'il faudrait un pinceau de 3 mètres, parce que sinon vous êtes plutôt vous ne voyez rien. Et puis il faudrait également, avec votre pinceau de 3 mètres, ne toucher qu'une fibrille à la fois, puisqu'il n'y a pas de capillarité et qu'il faut mettre l'oxydation uniquement sur le sommet de la fibre. Donc vous voyez, rien que montrer ça montre que c'est une preuve d'authenticité. Ça a l'air de rien ça, mais c'en est une. Voilà. Voilà. Alors donc, bon,
Alors également, supposons que les gens qui vous disent qu'on fait très facilement des reproductions à partir d'un petit peu d'oxyde de fer et sur une sculpture, voilà. Hein, ça c'est relativement facile. Mais là, c'est quelque chose qui fait 4,50 m. Or, faire une reproduction sur une sculpture sur 4,50 m, ben, il y a toujours une erreur d'alignement, un glissé, une reprise, hein, parce que c'est une grande dimension, ça n'a rien à voir avec un truc de 60 sur 60. Voilà. Hein, donc ça c'est une évidence que si c'était une vraie quelque chose qui soit fait de main d'homme, il y aurait toujours un désalignement, un glissé ou une reprise. Voilà. Et puis, on va voir tout à l'heure que sur le linceul, il y a de la poussière d'aragonite qui vient de Jérusalem. Voilà. Enfin, il faut quand même, alors ça on l'a su par des microscopes d'une part, et puis on a analysé la poussière qui était sous les pieds. Voilà. Eh bien, eh ben, alors peut-être que vous savez, c'est du calcaire. Bien sûr, du calcaire, il y en a un peu partout dans le monde, mais là, c'est exactement la calcite de Jérusalem. Alors, peut-être qu'il y a d'autres possibilités de l'aragonite, mais en fait, c'est quand même une chose quand même qui est assez prenante. Et là, je vous ai dit une chose, hein, il y a de la poussière sous les pieds, ça, ce qui est un peu logique. Le Christ, il a quand même, il marchait, hein, il marchait pieds nus. Mais il est tombé, ça tout le monde le sait, hein, qu'il est tombé, éventuellement en portant la croix. Je peux pas faire comment dire, je peux pas en parler puisque c'est un autre sujet, mais il est tombé avec le patibulum, hein, mais il est tellement fatigué parce il venait de subir la flagellation que il a même pas pu se retenir sur les mains. Il était mourant. Il faut bien comprendre que le Christ, quand il est parti au Golgotha, était un homme mourant. Hein, et il s'est répandu comme une crêpe, hein, et donc, comme il s'est pas retenu sur les bras, et ben c'est sa tête qui a porté sur la poussière. Et donc aujourd'hui, nous retrouvons effectivement de la poussière de Jérusalem sur le nez de celui que vous voyez ici. Mais ça, c'était pas évident, hein. Et puis, imaginez de le faire manuellement. Bonjour. Alors, là, en dessous, j'ai parlé de la tridimensionnalité. Bon, vous avez une photo là de Thierry Castex, hein, qui a essayé de montrer un petit peu le relief à ce truc-là, à cette image, parce que vous voyez des teintes plus ou moins foncées. Eh bien, l'importance de la teinte dépend de la distance entre le corps et le linge. Et donc, plus le linge est proche, plus la marque est grande. Plus il est loin, plus c'est blanc. Voilà. Bon, mais et cette intensité ne dépend pas de l'oxydation, comme on va le voir. Bon, le 4 centimètres, on s'en fout. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est quelque chose de très original. C'est encore une preuve. C'est formidable ça. Je vous ai dit que toutes les fibres étaient de 40 microns. C'est vrai, elles sont toutes de 40 microns, quelle que soit la proximité. Donc voilà, vous voyez la forme du corps qui est en bas, là, et puis le linge qui est le trait au-dessus. Donc, alors quand le linge est loin du corps, bon, ben, il y a une raie, simplement, une fibre seule qui est oxydée. Et puis quand on se rapproche, le nombre de fibres est augmenté. Mais pour un peintre, quand il veut augmenter l'intensité, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il augmente l'épaisseur de la peinture. Hein. Or là, que ce soit à droite ou à gauche, toutes les fibrilles sont à 40 microns. Autrement dit, il n'y a rien d'équivalent sur le linceul à une peinture ni de près ni de loin. Voilà. Et ça, c'est un truc absolument impossible à imaginer, parce que tous les gens qui ont découvert ça, hein, ont été stupéfaits, hein, car il n'y a aucune épaisseur différente. C'est toujours 40 microns. Et alors, je vous expliquerai après que ça vient du rayonnement et c'est de la puissance du rayonnement. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Alors, ah ben ça, c'est sur le sang. Alors, il s'agit bien de sang humain, parce qu'on a fait quand même des tas d'analyses, hein, et donc, alors bien sûr, il y a eu des histoires pas possibles avec Macron, hein, qui disait que c'était du vermillon. Alors bien sûr, enfin, il n'a jamais pu le prouver, hein, et donc, ben, on s'arrête là. Mais alors là, mon ami Olivier aime beaucoup la partie qui est en rouge, parce que c'est l'histoire de l'arrachement. Quand vous avez un pansement sur un genou, bon, et que vous enlevez le pansement, la marque de l'endroit où il y a du sang, ou qui est touché, est très particulière. Et là, vous ne saignez pas.
vous n'avez rien d'équivalent sur les bords des marques de sang entre le linceul et un pansement normal. Ce qui fait que personne ne sait comment un corps, puisqu'on voit les marques de sang, a pu partir. Parce qu'on devrait voir l'arrachement et on ne le voit pas. Autrement dit, les médecins sont tout à fait là aussi. On a l'impression que le cadavre, le corps, s'est évanoui, est parti, s'est évaporé. Et sans marque, voilà. Alors bon, je peux pas raconter beaucoup d'autres choses, mais enfin, alors bien sûr, hein, Olivier, s'il était là, il insisterait là-dessus, parce que pour lui, hein, ce manque d'arrachement, c'est une preuve de la résurrection. Voilà. Alors, mais en fait, l'Église est beaucoup plus prudente, hein, car l'Église, elle dit, ouh là là, la preuve de la résurrection, c'est un acte de foi, il faut être un acte libre. Autrement dit, moi, j'aime pas beaucoup les preuves. Donc l'Église est très prudente et elle ne le dit pas. Mais un certain nombre de gens, au vu des expériences physiques et d'analyse de l'image, notamment du sang, ben, se disent quand même, hein, le Christ, il est vraiment ressuscité. Voilà. Bon, à part ça, ben, il n'y a pas d'image sous le sang, ce qui est incroyable, parce que car il faudrait faire, il faudrait faire l'image avant le truc, ben, c'est un truc de dingue. Bon, mais donc je passe quand même parce que ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais je vous ai dit tout à l'heure que pour le carbone 14, ils n'ont aucune idée de la façon dont ça s'est fait. Parce que quand on les interroge, ils disent, bah si, c'est une peinture. Mais ça, ils disent des conneries, donc ça, j'y peux rien. Non. Mais il faut trouver une explication. Et donc, les gens qui pensent que quand même, et il est vrai, mais qu'importe, c'est un technicien, c'est un chercheur, le père Rinaudot, hein, que je connais, qui habite Montpellier, mais qui est très âgé, il a 97 ans. Hein, et donc, il était chercheur, et il a utilisé donc des accélérateurs de particules, etc. Et il a imaginé beaucoup de choses, et puis il a fait beaucoup d'expériences. Et donc, pour lui, il a un modèle qui pourrait provenir justement, qui donnerait lieu à une image de ce style. C'est que il dit que à la surface du corps, il a pu y arriver à un moment. Est-ce que c'est la résurrection ou pas? On ne sait pas. Mais un éclatement de particules qui sont à la peau, qui est le deutérium. Et donc c'est très simple parce qu'il y a l'oxygène et l'hydrogène, c'est tout simple. Alors vraiment, c'est pas un oxyde, c'est beaucoup plus simple que ça. Donc, si on sépare, s'il y a une explosion du deutérium à partir de la surface de la peau, eh ben c'est génial parce que les protons vous donnent exactement l'image, parce que l'image, c'est exactement une projection de protons. Voilà. Et ça, il a pu le prouver par des tas d'analyses, hein, par des images, etc. Et donc, il dit, mais au fond, comme tout montre que c'est un rayonnement, eh ben, l'image provient d'un rayonnement de protons. Et ça, c'est donc le père Rinaudot qui le dit. Mais il dit autre chose. Mais si je casse du deutérium, eh ben, il y a le proton, mais aussi les neutrons. Et quel est le rôle des neutrons? Eh ben, ça rajeunit le tissu. Autrement dit, le père Rinaudot, il a il suffisait de régler, bien sûr, l'accélérateur de particules. Enfin, il a fait des rajeunissements de 40 siècles, hein. Il n'a pas peur, hein. Et donc, il a été très étonné. Et donc là, il a regardé un petit peu ce qu'il faudrait comme neutrons pour faire 10 siècles. Et il trouve quelque chose de tout à fait normal. Autrement dit, lui, il est persuadé, mais il ne peut pas le prouver. Hein, parce que la résurrection, elle a eu lieu une fois, mais on ne va pas la refaire. Donc, effectivement, quelque chose de semblable à à une explosion de neutrons et de protons pourrait régler le problème aussi bien de la nature de l'image, hein, parce qu'elle n'est pas évidente cette image, hein, et puis également la date, parce que si par exemple la résurrection a envoyé pas mal de neutrons, il n'y a aucun souci pour avoir 10 siècles. Hein. Autrement dit, le C14, l'analyse au C14 ne sera valable que le jour où on saura exactement comment s'est fait l'image. Tant qu'on ne le sait pas, on peut toujours dire qu'il y a eu des neutrons qui ont faussé l'image, et de 10 siècles. Autrement dit, il ne faut pas croire que le C14, hein, c'est la panacée universelle, parce que il suffit de quelques neutrons pour tout fiche en l'air. Voilà.
Voilà, donc je vais continuer. Oui, alors le père Renaudot dit: «Tant qu'on ne saura pas, comment c'est fait, ben, l'expérience du sécateur n'est pas, officielle», voilà. Bon, donc là, j'ai fait un petit peu, on ne peut pas reproduire, parce qu'on ne peut pas reproduire le relief, on ne peut pas reproduire des tas tout ce que je vous ai raconté là, on ne peut pas le refaire, hein. Vous pouvez prendre toutes les machines que vous voulez, même des accélérateurs, mais faire une image comme ça, c'est pas possible. Mais il n'y a pas que ça. Pour moi, la deuxième série de raisons, hein, c'est tout à fait différent. Car non seulement on ne peut pas le réaliser, mais je vais vous montrer qu'on ne peut pas le concevoir. Ce linge est très mystérieux, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, mais on ne peut pas le concevoir, l'imaginer, hein. C'est un truc de dingue, hein. Alors là, j'ai marqué 22 arguments. Alors, je ne vais pas vous en lire 22, et c'est comme tout à l'heure, je ne vous ai pas donné tous les arguments, parce que il y en a trop. Mais je les ai écrits puisque j'ai fait un livre là-dessus, hein, où justement, j'ai les 22 arguments. C'est ça que j'ai fait. Donc la conception, l'imagination est absolument impossible. Alors là, vous voyez donc une image très charmante d'une petite jeune fille, hein, qui porte, et elle porte exactement, vous voyez dans la photo, c'est l'image que vous avez. Ah non, non, c'est pas celle-là. C'est l'image que vous voyez à Turin. C'est la tête que vous voyez à Turin. Vous voyez, hein, elle porte ça dans ses mains. Voilà. Et bien maintenant, on va regarder ce que ça donnait sur le plan argentique. Vous souvenez peut-être, certains d'entre vous, pas les jeunes, ce que c'était que la photo argentique. La photo argentique, c'était ça. Donc bien sûr, la jeune fille, le blanc devient noir et le noir devient blanc. Mais regardez la tête qui était donc laide, qui était floue, qui était mal, on ne comprenait pas très bien ce que c'est, elle devient une tête réelle. Bon, vous voyez bien que ça, c'est inimaginable à fabriquer, hein, parce que même aujourd'hui, quand on veut faire un négatif comme la partie droite que vous voyez, on ne peut pas le faire. Sauf, bien sûr, avec des moyens techniques. Avec l'informatique, on peut faire beaucoup de choses. Mais à la main, si vous voulez le faire à la main, vous vous tromperez. Parce que vous êtes tellement habitué à faire des traits noirs, etc., pour les pourtours autres, que vous le ferez. Et vous ne pourrez jamais faire un truc comme ça. C'est absolument impossible. Mais surtout, comme je dis, même le concevoir, hein, imaginez, est-ce que vous pouvez concevoir la tête qui est à gauche? C'est pas possible. Hein, parce que vous voyez des gens, vous avez vu un défunt, un cadavre. Bon, ben vous l'avez vu comme à droite, mais vous n'allez pas imaginer de faire un document comme à gauche. C'est pas possible. Autrement dit, la conception telle que vous voyez sur le linceul, eh bien, c'est impossible à concevoir. Voilà. Ça commence bien. Alors ça, bon, d'accord. Là, voilà, voilà. Voilà, bon, ben ça, on a vu. Ah, autre chose. Un autre truc qui est absolument inconcevable. Regardez les deux bras qui sont à gauche. Vous voyez les deux bras? Vous voyez? Et ça, c'est la photo, hein, c'est la photo du linceul, hein. Moi, je n'invente rien là. C'est la photo du linceul. Bon, vous voyez une chose, c'est que le sang n'a pas coulé de la même façon à droite et à gauche. Voilà, ça vous voyez, hein. Est-ce que c'est clair? Ce qui veut dire que le bras droit qui est un petit peu à droite là, bon, le sang coule le long du bras et pas sur l'autre. Ce qui veut dire que le bras droit était vertical. Est-ce que vous avez vu avant le XXe siècle des crucifixions, des crucifix avec un bras droit vertical? Et vous imaginez qu'en 1300, ils ont imaginé un bras droit vertical? Non mais enfin on rêve. On rêve, hein, on n'en a jamais vu. Hein. Alors, je vous expliquerai pourquoi le bras était vertical, mais enfin, c'est pas l'objet de mon machin. Donc, c'est ce que j'ai représenté en dessous. Vous voyez un bras droit vertical, avec le sang qui coule verticalement, et un bras gauche qui est beaucoup plus allongé parce que il tient la croix. Hein. Et donc, ça correspond exactement à ce que vous voyez sur le linceul. Autrement dit, ça, c'est quand même également, pour moi, une des plus grandes preuves, hein, de l'existence, l'authenticité de ce document. Car personne, que son présent, et même il y a 100 ans, on ne pouvait pas l'imaginer.
Hein, voilà. Pourtant, on connaissait le linceul, mais en fait, il était très souvent, on le voyait très rarement, donc on faisait pas attention. Et même Barbet n'avait pas regardé cette dissymétrie des bras. Alors, si je regarde juste en dessous des bras, vous voyez le haut le haut du crucifié. Alors, vous voyez que l'épaule droite est plus basse que l'épaule gauche. Vous voyez, c'est mécanique, si vous voulez. Si vous mettez votre bras droit comme ça, ben votre épaule droite sera plus basse. Bon. Eh bien, sur le linceul, c'est ce que j'ai marqué en dessous, eh bien, il y a 6 centimètres entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Avouez que quand même dans l'épreuve, c'est quand même pas mal. Hein, parce que je ne vois pas une personne qui imaginerait une épaule droite plus basse qu'une épaule gauche. Alors, manuellement, avouez, c'est pas possible. Mais il n'y a pas que ça. Hein, regardez un petit peu. Comme quand on l'a cloué sur la croix, il était symétrique, c'est évident, il était symétrique. Donc, pour mettre un bras droit vertical, il faut déplacer les épaules de 30 centimètres, c'est-à-dire au fond l'avant-bras. Donc, si vous déplacez, comme les pieds ne peuvent pas bouger, donc vous avez sur la colonne vertébrale, et elle n'est pas droite. Elle est en S parce qu'il faut que vous avez déplacé les épaules et donc les pieds restant fixés, donc vous avez un espèce de S. Eh bien entendu, vous avez le S sur le linceul. Avouez que si vous pouvez le reproduire, eh bien tant mieux. Hein, parce que c'est un truc de fou, ça. Enfin, pour moi, c'est comment dirais-je, une caractéristique absolument objective, hein, réelle, de l'authenticité. Vous voyez, il y en a plein. Mais enfin, vous voyez que là, non seulement, tout à l'heure, on a parlé de la réalisation, mais là, est-ce que vous auriez conçu, imaginé une colonne vertébrale en S, hein, et une épaule droite plus basse et un bras droit vertical? Non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc ça, c'est une nombreuse... je sais pas. Alors, autre chose. Là, il y a le clou. Alors, bien sûr, on a toujours représenté les crucifix avec le clou dans la paume. Alors, bien entendu, déjà au XVIe et XVIIe siècle, ils avaient bien compris que ça marchait pas. Alors, le docteur Barbet, en 1930, avait pris des cadavres et avait regardé ce qui se passait si je mettais le poids de ce qu'il y a sur la main dans la peau. Bien entendu, au bout de 10 minutes, tout s'était déchiré. Il a une expression d'ailleurs horrible, il dit « la main se dégante » parce qu'il n'y a rien qui empêche le clou de déshabiller toute la main. Hein, parce que tout est longitudinal, il n'y a rien qui arrête. Donc, en moins de 10 minutes, hein, si vous mettez un clou dans la paume, le bonhomme, il est en bas, il est par terre. Et donc, il avait fait des essais. Ben, s'il se trouve que lui, c'était un chirurgien, donc il avait pris des bras d'amputés. Il avait vu que si vous mettez le clou exactement au milieu de la pliure du poignet, vous avez un trou, l'espace de Deston. Et là, vous pouvez mettre 100 kilos et ça marche. Ça tient très bien. Autrement dit, et là, le truc, il est exactement où le docteur Barbet l'avait mis. Alors, au XVIIe, nous avons 2 peintres. Il y a notamment Van Dyck. Van Dyck a représenté effectivement, parce que Van Dyck n'était pas idiot, il avait dû regarder faire des expériences comme le docteur Barbet l'avait fait. Et il avait vu que le clou ne pouvait pas être dans la paume, mais était dans le poignet. Et là, nous avons quoi? Regardez, le clou est bien dans le poignet. Hein, c'est une preuve énième que le linceul est authentique. Voilà, parce que c'est le sujet. Alors, pour terminer, je vais quand même vous montrer quelque chose de très particulier à propos du... là, ça va vous être très... Oui, attends, je reprends ça. Voilà. Là, vous allez voir quelque chose de très original. Regardez bien. Regardez bien. Vous avez là, et ça vient exactement de l'image du linceul. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Est-ce que vous pouvez imaginer un dessin qui pourrait vous donner ce relief? Voilà la tridimensionnalité. Là, vous avez vraiment l'image du Christ, tel qu'il était dans son tombeau. Puisque ça, on est parti de l'image, hein. C'est exactement l'image que vous avez là. Le bonhomme qui a fait ça, il s'appelle Sunz. Sunz est parti de ça, mais comme il y a du relief, il a pu remettre en perspective le relief pour le... Comment ça se fait, ça, d'habitude?
Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas impressionné? Voilà, et ben écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi, ma, 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 ma culture, elle est faite. Je pense que vraiment, il est authentique. Et vous avez là l'image du Christ. Alors, c'est incroyable de dire qu'aujourd'hui, on a la photo du Christ. Eh bien, vous avez la photo. Hein, voilà. Alors, bien entendu, s'il y avait beaucoup de gens qui diraient, mais tu es complètement dingue et je n'y crois pas. Parce que l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui me dit, j'y crois pas. Ben, c'est sa liberté. Moi, j'oblige pas les gens. Mais tout ce qui est là, on peut pas le réaliser, on peut pas le concevoir. Et il y a d'autres éléments qui montrent qu'il y a de meilleur. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Hein, donc, je vous dis, hein, c'est ce qu'on m'avait demandé de faire. Hein, je vous dis, moi, le linceul est authentique. Voilà. Maintenant, je répondrai à toutes vos questions. Ah oui, je ne l'ai pas fait, bien entendu, trop sur la recherche, parce qu'il y a je fais d'habitude des conférences différentes. Ça, c'est une grande première. C'est la première fois que je zoome sur l'authenticité. D'habitude, c'est beaucoup plus général. Enfin, je réponds à vos questions, hein. Je suis là pour ça. Alors, quelle heure est-il? Merci. Quelle heure est-il? Il est 45. Ah ben, j'ai été plus long. Ah non, 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 si, j'ai été plus long. J'ai fait C'est pas grave. 3 quarts d'heure. On va prendre quelques questions. Je vais essayer de. Je sais pas si mon frère déjà arrivé. On va pas l'utiliser, on va l'éteindre. Voilà. Ouais. Mais quelqu'un avec une voix forte pour... Voilà, et si vous pouvez reprendre la question qui est posée simplement pour les auditeurs pour qu'ils l'entendent, Oui, bien sûr. ça sera très bien. Moi, je vous remercie en tout premier parce que c'est vraiment passionnant et vraiment, c'est tout à fait crédible. Il y a une question que je me pose. Oui. Les gens qui ont des stigmates, ils les ont dans les mains et non pas au poignet. Alors, la question est la suivante. Les gens qui ont des stigmates, l'ont-ils dans le poignet ou dans la paume? Alors, il est exact que la plupart des stigmates sont dans la paume. Mais la plupart des stigmatisés disent, oui, effectivement, je le sens, il est là dans la paume, mais je peux vous jurer, ça c'est les stigmatisés qui le disent, que le Christ n'a pas été cloué à cet endroit-là. Effectivement, ça saigne à cet endroit-là, mais je peux vous dire, moi, que le Christ n'a pas été crucifié à cet endroit-là. C'est les stigmatisés, même le Padre Pio et bien d'autres. Hein. Ah oui, il a dit, lui-même n'y croyait pas, hein, en disant, effectivement, c'est une marque de clou, mais le clou n'était pas là. Et alors, les médecins, je vous dis, parce qu'on a fait des tas d'expériences avec non seulement des cadavres, mais également avec des bras amputés. Donc ça, on sait très très bien d'ailleurs, c'est évident, hein, il y a rien qui s'oppose au clou. D'autant plus que je peux pas vous en parler trop. Mais le poids qui tire sur un bras, parce que là, le Christ a à peu près 80 kilos. Donc on se dit, il y a 40 kilos de chaque côté. C'est pas vrai du tout. Car si vous regardez la composition des forces, le poids qui tire sur le clou dans la paume est de 95 kilos, c'est-à-dire plus que le poids du corps. Donc, entre les deux, il y a 180 kilos hein, qui sont là. C'est un truc de fou. Autrement dit, ça, je peux vous jurer que le clou, il n'était pas dans la paume pour le Christ. Hein. Eh bien oui, mais les stigmatisés sont d'accord avec ce que je dis. Autre question. Peut-être simplement pour juste, et comme ça, c'est la seule question qu'on a en ligne, et ça reprend la question des clous. Dans les mains ou dans les poignets, Jésus apparaît toujours avec tous les mystiques avec les trous dans les mains. Oui. Comme sur le tableau de Sainte Faustine, les stigmates sont toujours sur les mains dans la Bible. Jésus dit à Thomas, regarde les trous dans mes mains. Alors, j'ouvre une parenthèse tout de suite. Est-ce que les clous sont dans les mains ou pas? C'est toujours la même question. Pour la médecine, et depuis tout temps, depuis 2000 ans, tous les traités d'anatomie disent que le poignet fait partie de la main. Autrement dit, quand les Romains et nos apôtres, hein, nos 4 évangélistes parlaient de la main, ça ne veut pas du tout dire que c'était la paume. Car la main, pour tous les gens, les médecins et même les autres, la main et le poignet font partie de la même chose. Vous avez répondu? Oui. D'autres questions? Est-ce que vous connaissez le parcours? Comment c'est arrivé à Turin de Jérusalem? Alors c'est très compliqué. D'abord, c'est très mystérieux, car je vous ai pas parlé là, je vous ai surtout parlé de l'authenticité. Je vous ai pas parlé des éléments contre l'authenticité. Il y en a un très fort, hein, c'est que c'est un linge qui portait la mort et du sang. Que ce soit un mort ou que ce soit le sang, c'est un document impur. Donc n'importe quel juif aurait dû le brûler.
Mais le Christ étant quand même très particulier, on a gardé quelque chose qui aurait dû être brûlé. Mais il y a beaucoup de gens qui disent il est faux parce qu'il ne peut pas être vrai, car les Juifs auraient dû le brûler. Bon. Alors vous avez dit oui, alors son parcours. Alors, d'après des hypothèses, mais ce ne sont que des hypothèses, il aurait été gardé à Jérusalem un certain temps. Puis il aurait été à Antioche. Et d'Antioche, il serait parti à Édesse. À Édesse, où on retrouve sa trace, parce que bon, il y avait le roi d'Édesse était un des premiers chrétiens, etc. C'est Abgar. Bon, bref, il l'aurait gardé. On a même fait une cathédrale à cet endroit-là. Cette cathédrale, Édesse a été prise à ce moment-là par les musulmans. Bon, il y a eu un tremblement de terre, je ne sais pas quoi, etc. La cathédrale s'est effondrée, mais les musulmans qui savaient très bien ce que c'était, que le linceul, hein, eh bien, ils ont reconstruit la cathédrale. Autrement dit, ce linge, il a l'air de rien, mais il en a vu du monde. Alors après, bon, alors il y a l'armée de Constantinople est arrivée, a demandé le linge. Alors bon, alors les bons Arabes ont dit, bah, écoutez, on va le brûler si vous nous emmerdez, hein, on en a marre. Alors, mais c'était tous des bons commerçants. Et si on faisait une transaction financière? Alors du coup, l'empereur de Constantinople a acheté le linceul pour 120 000 pièces d'or. C'est quand même pas mal. Donc ce truc-là a été vendu pour 120 000 pièces d'or. Autrement dit, ils y croyaient au Christ. Et pourtant, c'était un truc qui était loin d'être ça. Hein. Eh bien, ils y croyaient. Il est arrivé, alors je réponds à votre question, hein, donc il est parti d'Édesse, et il est arrivé à Constantinople le 15 août 944. Et donc, du 15 août 944 au printemps de 1204, le linceul a été pratiquement, enfin là, on en est quasiment sûr. Il était donc à Constantinople, mais dans le palais du roi, dans le palais de l'empereur. On ne le montrait pas. Alors Louis VII de France est passé par là, a pu le voir. Enfin, c'était très rare. Il fallait vraiment montrer patte blanche pour le voir. Et puis, il a été volé en 1204, puisque là, il y a eu la grande destruction de Jérusalem, de Constantinople, par les croisés. Donc, il a disparu. En 1205, on l'a retrouvé à Athènes, et puis il a redisparu. Il a redisparu, et il y a un grand trou historique entre 1205 et 1300 et 1256. Voilà. Et là, tout d'un coup, il est ressorgi à un petit village au sud de Poitiers, de Troyes, en Champagne, hein, dans un petit village qui s'appelle Lirey. Et là, il est arrivé dans la famille de Charny. Alors, pourquoi? Alors, là, il y a des tas de trucs. Il faut savoir que Charny était un très, très proche du roi. Donc, on pense que le linceul avait été racheté par le roi. Mais tout ça, c'est des thèses, hein, on n'en sait rien, parce qu'il y a d'autres thèses qui disent que c'est par les Bourguignons, enfin bref, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais c'est pas impossible que Geoffroy de Charny, qui était, donc, non seulement il faisait partie du cercle intime du roi, c'est-à-dire qu'il faisait partie de son groupe, vous savez comment ça s'appelle, quand un roi a tourné une espèce de 4 bons hommes ou 5 bons hommes qui l'entourent régulièrement. Et il faisait partie des 4 ou 5 aides du roi. Et non seulement le roi l'aimait bien, hein, mais il lui avait donné son honneur à défendre. C'est-à-dire que sur le champ de bataille, il lui avait dit, bon là, tu vas prendre mon étendard. Et donc, c'est toi qui auras mon honneur et tu seras à côté de moi. Et donc, quand l'étendard du roi était droit de machin, ben, on savait que le roi était là. Et il fuyait pas du tout. Et bien en fait, c'était un truc très, très suicidaire, parce que le prédécesseur de Geoffroy de Charny en tant que porte-bannière, il est mort, son prédécesseur avant est mort, alors là, à Croatie, à Crécy, et le pauvre Geoffroy de Charny, il a été tué, bien entendu, à la bataille de Malpertuis, dit de Poitiers. La bataille de Poitiers de 1356. Donc, et le linceul est apparu en 1357. Mais on pense qu'il était déjà là en 1356, puisque c'est Geoffroy de Charny qui l'aurait apporté. Et donc là, il est resté donc dans la famille de Charny pendant à peu près un peu plus d'un siècle. Hein, et puis, il n'y avait pas eu de descendants. Donc, au fond, la dernière veuve, hein, s'est dit, bon, il faut que j'en fasse quelque chose, on ne peut pas rien faire. Donc elle a alors donné à la famille de Savoie. La famille de Savoie, et c'est comme ça qu'il est parti à Chambéry. Hein, avant de partir sur Turin, puisque c'est toujours la famille de Savoie, tout ça, Chambéry. Et c'est à Chambéry qu'il y a eu ce fameux incendie
qui montrent, vous voyez, les grands triangles hein, qui sont là, qui représentent donc l'incendie de Chambéry. Donc là, il y a des grandes marques, mais vous voyez, ce linge est protégé puisque l'argent fondu et autres hein, n'a pas touché ça bien, même si c'est pas de l'argent fondu, c'est simplement un des bras du reliquaire qui a fait ces trous en, en- en- en triangle. Ces trous en triangle, ça c'est l'incendie Chambéry. Voilà. Donc tout ça, donc il est passé de Chambéry, et là, comme parce que la famille de Savoie et de Maurienne, c'était français tout ça, c'était français. Mais bon, mais ils ont acquis des terres en Italie, et du coup, comme les rois de France les emmerdaient, ils se sont dit oh là là, bah, hein, nous on en a marre du roi de France, on va aller ailleurs et on va aller à Turin. Et donc ils sont partis à Turin, et le linceul, qui était donc à Chambéry, est passé à Turin, et on a fait une espèce de truc spécial pour lui à Turin. Et là, il y a un monument pas très bien. Et puis alors, bien sûr, les successeurs des Savoie, des ducs de Savoie, ben, ils sont devenus rois d'Italie. Et le dernier, c'était Humbert III. Humbert III, qui est mort en 1883. Oui, donc au siècle dernier, quand même. 1883. Et là, il s'est dit, bon, ben, au fond, je ne vais pas le vendre, donc je vais le donner au pape. Et donc, depuis 1883, le linceul de Turin appartient au pape. Et c'est le pape qui décide si on fait des expériences ou non. Voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit oui, mais dans le testament, il disait, je vous le donne à condition que le linge reste à Turin. Parce qu'au fond, que ce soit pour le petit commerce, les touristes, etc., il fallait quand même avoir quelque chose à leur montrer sous la dent. Voilà, donc le linge est donc à Turin, sous l'autorité du pape, et donc il a un custode, un archevêque, l'archevêque de Turin, qui a pour mission de le conserver et de le garder. Parce que depuis 1880, il a été attaqué plusieurs fois, et il y a eu des incendies criminels. Hein, notamment avec Trémator, etc. Bon, bref, il aurait dû être encore brûlé. Il aurait dû être, comment dirais-je, détruit 20 fois. Mais Dieu l'a protégé. Ce linceul est tout à fait protégé. Voilà, mais enfin, j'étais un petit peu long, mais j'ai répondu à votre question. Enfin, j'espère. Et si on va Non, non. Non, non, il est. Alors, je peux vous dire que compte tenu de tous les incendies qui a eu lieu, il est dans un endroit tenu secret. Donc personne ne sait au milieu. Alors en fait, il est dans une atmosphère de neutre pour qu'il ne s'oxyde pas, et il est enfermé, etc. Mais il est là, mais régulièrement, il y a des ostensions. La dernière était de 2005. Donc bon, on pensait qu'il y en aurait en 2010, il n'y en a pas eu, parce qu'il y en a eu en 2000, en 2005, il y en avait eu en 1980, en 1988, bref, il y en a de temps en temps. Ça dépend du pape. Hein. Alors le pape a fait des tas de méditations qui sont remarquables, notamment Jean-Paul II, la méditation de Jean-Paul II, je ne l'ai pas amenée, mais j'aurais pu vous l'envoyer. Hein, c'est une méditation extraordinaire. Voilà, d'autres questions? Est-ce Oui. est-ce que vous avez pu échanger avec Philippe Bourseau, le médecin belge qui a fait une autopsie, entre guillemets, du corps sur le linceul d'appel, Il y en a beaucoup. qui est intéressante parce Il y a que ça beaucoup de rejoint. médecins. Il y a beaucoup de médecins. Moi, celui qui m'a tout appris, c'est Pierre Barbet, qui était donc médecin ici à Saint-Joseph. Hein, bon, et donc, bon, mais il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a des sérieux, il y en a des pas sérieux. En tout cas, le vôtre, je ne le connais pas. Mais je peux vous dire qu'il n'est pas le seul. Hein. Il y en a plein. Parce que tout le monde s'intéresse justement au poids, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout à cette phase de passion. Car si je vous faisais comment dire, un exposé qui dure 1 heure et demie, hein, là, vous auriez les poils du dos qui se... Oui, bah c'est ça C'est qui est épouvantable. C'est c'est ça qui est épouvantable. intéressant dans Ah, son livre. ah bah oui, mais C'est la corrélation bah oui, entre les mais si on me réinvite, hein, sur ce sujet-là, qui n'était, voilà, je l'ai vu, c'était centré sur l'authenticité. Oui, mais ça fait partie. Ah ben, ça fait partie, comme je vous l'ai montré. Mais je peux parler d'autre chose. Je peux parler du linceul tout seul avec ses recherches et son histoire. Je peux vous parler donc d'autre chose. Enfin, là, voilà. C'était l'authenticité pour aujourd'hui. À part ça, Une question juste d'ouverture, mais la réponse sera peut-être plus courte, mais une internaute qui demande
si vous aviez étudié le linge d'Oviedo qui aurait enveloppé la tête du Christ. Alors, moi, je ne l'ai pas étudié, mais mon association qui s'appelle Montre-nous ton visage, avec dans les machins, c'est MNTV, lui, l'a fait. Ah, donc là, il faudrait regarder alors je ne sais pas quel est le numéro dans lequel on parle effectivement du suaire d'Oviedo. C'est très intéressant d'ailleurs. Enfin, mais moi, comme c'est moins mon sujet, hein, mon sujet, c'est c'est le suaire de Turin. Le linceul de Turin. Ça, c'est clair. Oui, je n'ai pas dit, on parle du suaire de Turin, du Saint-Suaire. C'est une ânerie, hein, car un suaire, c'est un tissu grand comme ça, qui est uniquement sur le visage. Quand on a un drap de 4 mètres, c'est pas un suaire, c'est un linceul. C'est pas pareil. Donc le Saint-Suaire, c'est une ânerie. Hein. Dites toujours le linceul de Turin et pas le Saint-Suaire. Voilà. Autre chose? Peut-être, est-ce que vous avez présenté votre livre? Ah non, alors j'en ai quelques exemplaires. Là. C'est l'occasion pour que Ah ben on oui, puisse si vous voulez, effectivement, puisque ce livre, il est orienté, bien sûr, sur la passion, hein, puisque c'est quand même le sujet, car le linceul, c'est quand même un objet, mais il conduit au Christ, mais ce n'est pas le Christ, bien entendu. Donc, là, j'en ai, parce que je ne savais pas si ça vous intéressait, j'en ai apporté quelques-uns. Attendez, je prends. le live. Excusez-moi. Et pendant ce temps-là, il y a peut-être d'autres questions qui vont se lever, non? Bah, il y a une question qui revient quand même assez, mais en fait, c'est le sujet de toute la conférence. C'est comment on peut être sûr qu'il s'agit bien du Christ et pas de quelqu'un exact, enfin, qui ait vécu la même. Alors, bien sûr, est-ce qu'il s'agit du Christ ou pas? Supplice, Voilà, ça c'est la question qui est posée. Est-ce qu'il s'agit du Christ? Personne ne peut le dire. Hein, mais il y a une convergence. Il y a une convergence assez spectaculaire sur les conditions de la passion. Hein. Par exemple, les crucifiés, où ils étaient crucifiés, où ils étaient flagellés. Un crucifié n'était jamais, c'était ou l'un ou l'autre. D'ailleurs, Pilate, par la flagellation, a voulu sauver le Christ. Hein, et c'était un geste de, comment dirais-je, le- le sauvegarder. En fait, il a eu la double, mais aucun crucifié n'avait la double. Donc c'est quand même très curieux. Également, la couronne d'épines. Aucun crucifié n'avait une couronne d'épines. Bon, ça ne veut pas dire que c'est lui. On peut toujours imaginer que un autre, parce que c'était comment dire, un supplice d'esclaves. Donc c'était les esclaves. Et il y avait beaucoup d'esclaves qui étaient torturés comme ça, parce que une révolte d'esclaves et toute l'économie antique s'arrêtait. Donc il fallait absolument arrêter ce scandale, hein, parce qu'ils tenaient le commerce, l'artisanat, l'agriculture, le service, etc. Ils tenaient tout. Ils tenaient toute l'économie. Autrement dit, il était très important de ne pas avoir de révolte. Et donc du coup, ce châtiment était dingue, était très, très cruel, hein, mais les Romains en avaient honte, parce que quand vous regardez le détail, hein, moi, le nombre de personnes qui m'ont écouté, qui me disaient, mais c'est gore, évidemment que c'est gore, hein, c'est pas rentable. Quand vous voyez ce que le Christ a souffert pour nous, hein, il était moribond, il est parti moribond. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, parce que je suis le seul à le dire, mais il est tombé 3 fois, dit-on, et tous les chemins de croix disent qu'il est tombé 3 fois, pourquoi pas. Mais ce que je peux vous jurer, c'est qu'il n'a porté la croix que sur la première. Là, il est tombé une fois, et les gens ont cru qu'il était mort et qu'il ne se relèverait pas. D'ailleurs, si vous regardez les synoptiques, hein, enfin les 4 évangiles, il n'y a que Jean qui dit qu'il a porté le patibulum. Les 3 autres, les 3 synoptiques n'en parlent pas. Mais ils disent tous, il est sorti de chez Pilate et immédiatement ils parlent tous de Simon de Cyrène. Donc on voit bien que Simon de Cyrène est arrivé à 50 mètres du palais parce que le Christ était tombé comme une crêpe. Johnny, il n'a même pas pu se relever et se tenir sur ses mains. Il était mourant, il était mourant. Le châtiment, le pire qu'il ait subi, c'est la flagellation. On ne le sait pas, mais moi je vous le dis. Et tous les médecins légistes, puisque vous m'avez parlé, je ne sais plus qui m'a parlé des médecins, alors ça, sont absolument unanimes en disant on ne comprend pas comment il a pu survivre à cette flagellation. Il aurait dû mourir ou tomber en syncope ou s'évanouir sur le chemin. Hein, c'est inimaginable ce qu'il a pu faire. Non, c'est la flagellation qui l'a tué.
D'ailleurs, s'il a duré peu de temps, parce qu'il est mort à 3 heures, hein, donc, et Pilate était très étonné, parce que les autres suppliciés n'étaient pas flagellés, ils n'avaient pas d'autres machins, ils n'avaient pas eu la nuit dans le prétoire. Donc, au fond, ben, c'était largement plus, c'était 6 heures, voire 24 heures, voire 48 heures. Parce que si vous avez 48 heures avec un clou qui touche le nerf médian, et qu'à chaque mouvement, vous avez un coup d'électricité, bonjour. Hein. Non, c'était un truc horrible, la crucifixion.